Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cavalcade sociopolitique sur les antennes de votre chaîne SML13 Télévision. Tout au long de cette émission, on va revenir sur les consultations, bien sûr. Vous savez, si à la une, on va prendre l'opinion du parti AFDC, du sénateur Bahati Lukubu, ancien président du Sénat, aujourd'hui ancien ministre de l'économie aujourd'hui, qui pense, est-ce que ces consultations aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous amener? Est-ce que ça peut ramener la paix en République démocratique du Congo? On ne manquera pas d'évoquer cette situation dans l'Est, la façon de faire du gouvernement congolais aujourd'hui. Ça donne l'impression comme si les choses n'évoluent même pas, n'évoluent toujours pas, même si on nous parle de la diplomatie agissante, on nous parle de tout ce que le gouvernement a fait. Même à un moment, le gouvernement congolais qui avait écrit des lettres justement pour mettre la pression aux clubs qui avaient des contrats avec le Rwanda. Malheureusement aujourd'hui ces clubs comme les Paris Saint-Germain ont renouvelé ces contrats avec le Rwanda, donnant l'impression comme si cette diplomatie agissante ne produit pas des résultats escomptés sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la solution aujourd'hui? Est-ce que la cohésion nationale peut être parmi les solutions justement pour faire un bloc? Question de barrer la route à ces complots internationaux. On en parle dans cette émission avec José Kaniki, l'homme de la rationalité et du bon sens, cadre du parti AFDC du Sénégal, et comment du sénateur Bahati Lukubu, je voulais dire du Sénégal, bon, les pays, du sénateur Bahati Lukubu. C'est avec lui qu'on va essayer de réfléchir autour de toutes ces questions. Pourquoi pas aussi de revenir sur les choix pour les nouveaux gouvernements. On parle du gouvernement de l'Union nationale aujourd'hui. Il faut certainement faire des bons choix. Question d'avoir des gens compétents qui pourront faire évoluer les choses dans ces pays. José Kaniki, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Daniel Roland. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aussi aux nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne, SML13, mais aussi surtout de la grande émission Face à Face. Les styles ne changent toujours pas. Moniere comme Papa Tchantizegui. Oui, c'est l'un des grands de ces pays, mais aussi j'ai toujours apprécié ces Moniere, comme les disent, l'appellent les Quinois. J'ai aimé les acteurs comme Jean-Paul Belmondo, sûrement que tu ne le connais pas. Alain Delon, ce sont des Français qui généralement mettaient ces Moniere, et c'est un style que j'ai toujours apprécié. Et voilà donc. Malheureusement, à l'époque, quand vous étiez à l'ACP, Ngobila n'a pas l'habitude de porter des Moniere. Vous savez, le style vestimentaire est libre, n'est-ce pas? Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation dans un parti politique, dans une structure, de pouvoir mettre une veste, une cravate, ou je ne sais pas, une combinaison. Libre, n'est-ce pas, à une personne de pouvoir se choisir son accoutrement ou ses styles vestimentaires. C'est bien noté. Alors, comment se porte votre parti? Mon parti... Sénateur Bahati Lukubu. Effectivement, mon parti va bien. Mon parti est une machine politique. Ce parti, c'est tout simplement l'AFDC, l'Alliance de Forces Démocratiques du Congo, du professeur sénateur honorable, bien sûr, Modeste Bahati Lukubu, celui que moi j'ai qualifié de l'homme le plus modeste, comme bien sûr son prénom l'indique, et surtout, sûrement vous le savez ou pas, Bahati signifie tout simplement chance. Donc, c'est un homme chanceux, c'est un travailleur, c'est un serviteur de la République depuis belle lurette. Mais un homme chanceux. Il est chanceux de par son nom, il est modeste par son prénom, bien sûr, mais aussi c'est un homme travailleur, puisqu'il est serviteur de la nation depuis belle lurette. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un bon bosseur, c'est un bon travailleur, et surtout c'est aussi un soutien, oui, un grand soutien bien sûr, au chef de l'État, celui-là qui est tout simplement le garant du bon fonctionnement des institutions
il soutient bien sûr l'armée de notre pays, les FARDC. Vous savez, nous sommes agressés et devant cet état de choses, cette guerre, mon autorité morale et mon parti politique, pourquoi pas regroupement l'AFDCA, soutient indéfectible du chef de l'État. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous avons demandé plusieurs fois, le professeur Bahati Lukwebo a tout simplement demandé et même appelé la jeunesse de son terroir. Vous savez que c'est un sénateur, c'est un honorable qui a été élu et il est du terroir où il y a des agressions, où il y a des victimes, où il y a des violences depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et la première des victimes par rapport à ses électeurs, par rapport à son électorat, sa base naturelle, c'est bel et bien le professeur Bahati. Voilà pourquoi il en appelle à toute la société congolaise, aux jeunes de pouvoir s'enrôler dans l'armée, aux jeunes de pouvoir se battre pour son pays, parce que le nationalisme et le patriotisme l'exigent. Ce n'est pas les étrangers qui vont mourir pour la RDC. Donc le professeur Bahati se bat aux côtés de son électorat et il dit clairement à son électorat, à sa base naturelle, Bukavu, comment on appelle là, comme ça, Kiwanja, Goma, Bunagana et toutes les parties qui sont occupées par Kouagame et les Sipo de pouvoir résister. Vous savez qu'il a perdu aussi plusieurs de ses biens parce que c'est un investisseur, parce que c'est un homme d'affaires. Il a eu à donner du boulot là-bas à l'Est et imaginez-vous aujourd'hui, tout est perdu parce que les Sipo, les destructeurs sont passés par là. On l'acquise à un moment à cause de ses biens à Bukavu. On dit si les M23 aujourd'hui occupent par exemple ces hôtels, c'est parce que lui, il aurait une collaboration en cachette. Même à un moment, quand il était tombé malade, on avait interdit aux autorités d'aller se soigner en Europe. Il a pu quand même avoir agi. On a dit qu'il voulait fuir. Et puis votre parti, à un moment, quand cette agression a commencé, on a toujours reproché à votre parti de ne pas avoir condamné publiquement cette agression rwandaise, donnant l'impression qu'on aussi vous étiez des mèches, le sénateur Bahati Lukwebo était des mèches avec ces rebelles des M23. Heureusement que je suis face à un journaliste sérieux. Et comme vous êtes sérieux, je le pense, je le crois, et un journaliste informé de surcroît, il ne peut pas insinuer ce genre de choses. Et même, m'adressant à la population, vous savez... Je rapporte ce que les publics, ce que les gens, ce que j'attendais, c'est que les réseaux sociaux. Exactement, voilà pourquoi. Sachant très bien que vous êtes sérieux, dans votre travail, bien sûr, vous êtes professionnel, vous savez très bien que l'honorable sénateur, deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Bahati, est la première des personnes, allais-je dire, les premiers des politiciens de son rang qui, depuis 2022-2023, était celui-là qui s'est adressé à Bukavu, à Goma et dans tous ces territoires, condamnant l'agression sur terrain là-bas. Pas à travers la République, je ne sais pas, qui quitte, pas au niveau de l'Ouest, mais à l'Est où ça crépitait déjà, parce que cette agression a repris surface, a refait surface, disons, depuis 2021. Et déjà en 2022, monsieur le sénateur Bahati Lukwebo parlait au niveau de Goma, au niveau de Bukavu, condamnant clairement l'agression, condamnant clairement, bien sûr, Kouagame et ses Sipo, et demandant à la population, bien sûr, de pouvoir s'enrôler dans l'armée, de pouvoir, bien sûr, défendre leur pays. Et il a continué avant et après les élections, il a continué dans ces discours-là. Je vous ai rappelé ici que monsieur le professeur Bahati Lukwebo est l'une des premières victimes parce que là-bas, il y a ses cocos, parce que là-bas, il y a ses neveux, ses nièces, c'est Tata Leki, Tata Kouloutou, et ainsi de suite. Donc vous allez comprendre que sa famille, oui, sa grande famille réside là-bas. Donc, il est le premier des victimes. Il ne peut en aucun cas, n'est-ce pas,
entrer dans la traîtrise. Vous savez très bien que monsieur l'honorable deuxième vice-président, le sénateur Bahati, est un serviteur de la nation. C'est un travailleur. Alors, lui qui a soutenu le chef de l'État, lui qui a mis en place, bien sûr, l'union sacrée de la nation, parmi les semeurs de troubles au sein de l'union sacrée de la nation. Vous savez, la cabale kabbalistique de certains politiciens, cabale kabbalistique. Exactement, ils sont là tout simplement à chercher l'époux sur la tête de chauve. Ils sont là tout simplement à, bien sûr, ils sont plutôt animés d'un esprit satanico, démoniaco, diabolico, politico, de nuisance. Eh bien, ils ne vont pas atteindre l'honorable Bahati parce que vous savez que le chef de l'État lui fait confiance. Et parmi... De la même façon, il faut aussi confiance aux autres. Mais le chef de l'État est un père de la nation. Il fait confiance le chef de l'État est un père de la nation. Il travaille avec ses collaborateurs. Comment vous pensez qu'un responsable ne puisse pas faire confiance à ses collaborateurs? Je ne sais pas si M. Louis France, le DG de CML, ne vous fait pas confiance. Il ne vous fait pas confiance? Il nous fait confiance. Alors, vous n'êtes pas le seul, puisque vous êtes nombreux. Il fait confiance en Nathan, il fait confiance en Tania, il fait confiance à Issa. Donc, le chef de l'État aussi fait confiance à Bahati Lukwebo, il fait confiance à Chantiningo Bilambaka, il fait confiance à Willy Bakonga, il fait confiance à, comment on l'appelle, le ministre de la Justice, Constant Motamba, et j'en passe, et le meilleur, puisque c'est le père de la nation. Mais en tout cas, le professeur Bahati est un travailleur. Attendez, d'ailleurs, dans le cadre pour vous montrer ses compétences, pour vous montrer son travail assidu, dans le cadre, bien sûr, de la production législative, ce lundi, le lundi passé, le 14, eh bien, il était au Sénat. Bien sûr, pour travailler. Il a eu à déposer une proposition de loi, n'est-ce pas, protégeant la femme. La femme est toujours discriminée. La femme, même dans nos familles, est une victime. La femme, dans la situation sécuritaire de notre pays, est violentée à tout bout de champ, violée, massacrée, même au niveau de l'héritage. Vous allez être d'accord avec moi, très cher monsieur Daniel, que généralement, on privilégie l'homme. Or, la femme est une personne. La femme aussi a ses droits. Et dans ce cadre-là, avec surtout la vision du chef de l'État qui est, bien sûr, comment on l'appelle encore, le champion de la masculinité positive. Ça nous a donné, vous le savez, Madame Judith Soumina. J'en arrive, s'il vous plaît. Ça donne et s'il vous plaît. Okay. Et dans cette vision-là, accompagnant le chef de l'État, il a eu à déposer une proposition de loi protégeant la femme comme une victime. Et voilà, le lundi, la conférence des présidents au niveau du Sénat ont jugé recevable à l'unanimité. Qu'est-ce que j'ai dit? La conférence des présidents au Sénat a jugé à l'unanimité cette proposition qui tend à protéger la femme, bien sûr. Une très bonne chose. Voilà, je vous prouve que M. l'honorable Bahati est un travailleur acharné. Alors, vous parlez aujourd'hui, vous avez évoqué quand même quelque chose, chef de l'État, champion de la masculinité, le professeur Bahati qui a proposé cette proposition protégeant la femme. Mais la femme aujourd'hui, on nous a dit ici que dans notre pays, on n'a jamais eu une femme comme première ministre. Aujourd'hui, on a quand même une femme comme première ministre. Nous avons plusieurs femmes qui sont des ministres. Ça nous a apporté quoi? Ça donne l'impression comme si on commence à féminiser les débats de la compétence pour la nomination au sein du gouvernement, ça va commencer à nous faire regretter beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors dans ces cas, tous les hommes qui sont passés avant cette femme, ça vous a donné quoi? C'est pour dire tout simplement que quand c'est une première, il faut toujours féliciter. Même dans les mâles. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis au niveau où nous vous disons que c'est une première. Et le chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive et monsieur le sénateur Bahati qui est aussi celui-là qui propose une loi, bien sûr, pour protéger la femme,
Madame Soumino a été nommée par le chef de l'État, c'est une première. Et cela démontre que la femme s'est battue dans ces pays. Elle a gagné des galons. Elle ne mérite pas si elle le mérite. Maintenant, est-ce qu'on l'avait nommée simplement parce qu'elle était femme ou parce qu'elle est femme? Je ne pense pas. Elle a les qualités, elle a les compétences, elle répondait aux critères comme, par parallélisme, les hommes. Alors, le fait qu'on l'ait nommée, Madame Judith Soumino, c'est pas par rapport seulement au fait qu'elle soit femme, mais par rapport à son travail. Et moi, je pense qu'elle est en train de travailler pour son peuple. Et son gouvernement travaille, bien sûr, pour son peuple, au-delà, bien sûr, de difficultés qu'elle peut rencontrer sur le chemin, comme les hommes ont rencontré des difficultés depuis plus de 64 ans de l'indépendance de notre pays. Alors, 6 ans, jour pour jour, depuis que le président Tshisekedi est à la tête comme président de la RDC, répondez par oui ou non. Simple question. Les bilans du président Tshisekedi avant la fin de son deuxième mandat. De son premier mandat ou le deuxième? Deuxième, c'est le deuxième mandat. Tout à fait, à la fin. Oui, je parle de 6 ans, ça veut dire du premier au deuxième mandat. Okay. Aujourd'hui, on peut-il affirmer que le président Tshisekedi a un bilan positif? Oui, le président de la République a un bilan positif, nonobstant les difficultés. Alors, qu'est-ce que les professeurs Bahati, avec son parti politique AFDC, ont apporté dans ces bilans positifs du président Tshisekedi? Vous savez, l'honorable sénateur Bahati, c'est un législateur. Et au niveau de la législation, il fut bien sûr président du Sénat. Et pendant la première mandature, ou bien la deuxième moitié de la mandature du chef de l'État, il a eu à travailler au Sénat, bien sûr, et on a eu à valider les lois budgétaires qui sont passées, j'aimerais ici les dire, qui est passé, disons, de 10 milliards, de 4, 6, 7 milliards à 16, 18 milliards. C'est un travail qui s'est fait par rapport au fait qu'il soit autorité budgétaire au niveau du Parlement, dont la première chambre, qui est, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau du Sénat. Donc, ce travail-là, de faire passer, hausser les budgets, c'est déjà un travail aussi de l'honorable Bahati, parce qu'il fut président du Sénat. Au-delà de ça, il y a des lois qui ont été initiées, qui ont été adoptées, non seulement par lui, mais aussi par plusieurs des sénateurs, ainsi de suite. Mais comme, bien sûr, au niveau du gouvernement, nous allons dire que c'est un travail d'ensemble. Et les ministres du gouvernement, 1, de Félix Tshisekedi, 2, de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire au niveau, comment on appelle ça, de Samba Lukonde, et maintenant avec Judith Soumino, nous y travaillons au niveau de l'emploi, et ainsi de suite. Donc, comme parti politique, et comme politique, moi je pense que le travail a été fait. Au-delà de tout, c'est un travail d'ensemble. Voilà. Alors, est-ce que peut-on dire aujourd'hui que le président Tshisekedi, durant ces 6 ans, s'est-il trompé à plusieurs reprises concernant ses choix? Je sors de vos propos ou de votre question, le mot s'est trompé plusieurs fois. Non. Le chef de l'État, certes, s'est trompé parce que ce n'est pas un dieu, parce que ce n'est pas un magicien, mais pas plusieurs fois. Ça me renvoie à la rationalité et au bon sens. Je ne peux pas me présenter devant vous pour dire que le chef de l'État ne s'est jamais trompé, que le chef de l'État à 100%. Non, pas du tout. Je serais irrationnel. Or, vous me connaissez comme étant un homme rationnel et faisant toujours preuve de bon sens. Donc, le président de la République s'est quelquefois trompé, mais en grosso modo, il a un bilan positif. Il s'est trompé, par exemple, par rapport à la nomination de quel ministre que vous avez trouvé, c'est peut-être une personne idéale, et après, on a compris que ce n'était pas cette personne-là. Je dirais plutôt qu'il ne s'est pas trompé, mais on l'a amené
à penser peut-être... Qui l'a amené? Mais autour d'un chef, il y a toujours des collaborateurs. Autour d'un chef, il y a toujours des personnes qui peuvent avoir des intentions malicieuses. Moi, je pense par rapport à, par exemple, ce secteur qui est la gratuité de l'enseignement. Vous savez que ça a été un des piliers, bien sûr, du chef de l'État dans son premier mandat. Vous le savez très bien. Tous nous nous sommes battus pour cette gratuité de l'enseignement. Et au premier mandat, qui avait piloté, bien sûr, cette gratuité? La vision, elle était du chef de l'État. Mais il avait remis cette vision. Cette personne qui avait donné corps à cette vision, c'est-à-dire le monsieur, comment on l'appelait encore, l'ancien ministre de l'EPST, voilà, les noms me reviennent, monsieur Willy Bakonga, celui-là qui avait piloté cette entreprise, celui-là qui avait pris à bras le corps, celui-là qui avait donné de la quintessence à cette gratuité. Eh bien, lorsqu'il a eu des problèmes judiciaires, il y a eu des personnes qui sont allées peut-être voir le chef de l'État et qui ont dit, qui ont monté des cabales, qui ont dit du n'importe quoi, et c'est là, peut-être, puisqu'il est humain, ça amenait au chef de l'État de penser que la personne était malhonnête. Or, on dit que le président, c'est la personne la plus informée. Mais exactement. Mais heureusement que vous savez que le président n'est pas un dieu. On peut être la personne la mieux informée, mais lorsque certaines personnes viennent avec des fausses informations, eh bien, vous pouvez entendre, j'ai dit ici, tantôt dans mes propos, que le président fait confiance à ses collaborateurs. Donc, un collaborateur peut profiter. Sans pourtant accorder les bénéfices des doutes. J'en arrive. Donc, cette personne qui a travaillé, qui avait trouvé le moyen d'1,5 milliard, parce que la gratuité de l'enseignement coûte à la République d'1,5 milliard, vous comprenez qu'au début c'était difficile. Mais Willy Bakonga a travaillé. Lorsqu'il a eu à payer 100 000, 150 000, NU et NP, vous comprenez que c'est un bon bosseur. C'est une personne qui a travaillé. Et il y a des personnes mal intentionnées qui ont dit que l'on avait détourné l'argent de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Or, M. Willy Bakonga, au niveau de Brazzaville ici, vous pouvez faire, vous êtes journaliste, faites une levée de copies. Vous allez comprendre que c'était 14 700 $. Rien que 14 700 $. Et vous pensez vraiment que pour ça, il faudrait décrédibiliser une personnalité qui a travaillé pour l'intérêt de la République? Non, ce n'est pas une bonne chose. 2,5 millions. Vous savez qu'au niveau de la justice, puisqu'il faut parler aussi de cela, puisque c'était une pièce de conviction, est-ce qu'au niveau de la justice, on avait apporté ces 2,5 millions soi-disant détournés par Willy Bakonga? Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, il faudrait rappeler que tout est bancarisé. C'est-à-dire le ministère de l'EPST ne touche pas la manne financière. Ce sont les structures qui payent au niveau de l'intérieur. Ce sont les banques qui payent. Donc vous allez comprendre avec moi que cet homme, c'est un homme crédible, mais malheureusement, il avait subi une chasse aux sorcières. Et je pense qu'à ce niveau-là, le chef de l'État avait été tout simplement amené à être trompé. Au-delà de ça, il y a certaines décisions aussi qui, certes... Il s'est trompé lui-même ou bien on l'a amené à être trompé? Vous savez... La personne qui l'a forcé à être... Vous savez, je vais revenir à vous, et c'est vraiment que vous allez me comprendre, et les téléspectateurs vont me comprendre. Puisque vous nous avez dit ici que les DG, Louis France vous fait confiance, lorsque il vous demande une mission, il vous envoie et que vous lui amenez un rapport, il doit vous croire ou pas? Il vous croit sur parole même. Mais si vous êtes mal intentionné, mais nous ici, avec la façon de faire des politiques, des ministres, c'est
la société reste la même d'une manière générale. C'est-à-dire, ce sont les mêmes principes. Parce qu'il y a d'abord un critère de confiance. Et puis, il y a des éléments probants. Vous comprenez? Mais si nous, on ne gère pas des millions de dollars, mais les gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui gèrent. Exactement. Vous avez raison. Voilà pourquoi je vous ai parlé de cette fausseté de détournement de 2,5 millions de dollars en liquide. Et si on l'avait attrapé avec ces liquides-là, au niveau de la justice, ce sont des pièces de conviction. Vous avez appris que l'on avait présenté comme pièce de conviction au niveau du procès, c'est 2,5 millions. Non! C'est-à-dire que ça n'existait pas. Et maintenant, puisque le chef de l'État est un homme qui travaille avec beaucoup de cœur, je pense qu'il va à nouveau faire confiance au chef, plutôt il va à nouveau faire confiance à un monsieur comme Willy Bakonga. Au-delà de tout, moi je pense qu'il y a certaines décisions qui, il y avait la volonté de bien faire, mais ça n'a pas marché à 100%, peut-être à 30%, mais il y a aussi des projets, des dossiers qui ont marché au-delà de la moyenne, comme le projet des 145 territoires, comme, comment on appelle ça, la gratuité de l'enseignement, comme bien sûr les infrastructures qui se construisent tous les jours à travers la République, la rocade, comme par exemple les budgets qui venaient dans les années passées, qui a stagné pendant 18 ans de l'ancienne époque de la Kabylie à 6 milliards, à 5-6 milliards de dollars. Et dès que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a travaillé lui et ses collaborateurs. Aujourd'hui, on en est à 16 à 18 milliards. Donc, vous comprenez qu'il travaille. Au niveau de la diplomatie, nous gagnons de points aujourd'hui. Au niveau de notre armée, certes, il y a encore des difficultés. Certes, il y a encore des pans de territoire de notre pays qui sont occupés. Mais je pense que si le chef de l'État et ses collaborateurs travaillent pour ramener la paix dans notre pays. Nous gagnons au niveau de la diplomatie, mais le gouvernement congolais avait écrit des correspondances ici au club qui collabore avec le Rwanda. Dans cette fameuse histoire des visites au Rwanda, les poussants n'est pas renouveler les contrats, de rompre les contrats à l'extrémisme, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le PSG a renouvelé les contrats avec le Rwanda, alors qu'on nous a parlé des ministres des Affaires étrangères qui parlaient plusieurs langues, qui essayaient de booster les choses, mais ça donne l'impression comme si sur le terrain, les choses ne bougent toujours pas avec cette diplomatie agissante. J'aime votre tendance à décrédibiliser votre pays. Oh. Parce que vous allez vous présenter. Je pose la question. Je vais vous répondre. J'ai posé la question. Je vais vous répondre. Vous donnez l'impression que tout est négatif dans ces pays. Non, non, je n'ai pas donné l'impression. J'ai posé la question. Je parlais de la Alors, je vous réponds. C'est une réalité que vous connaissez bien. Je vous réponds. Puisqu'il n'a pas dit que Madame, j'oublie même son nom, qu'elle connaissait. Madame Thérèse, plusieurs langues. La Brave. On a vu la Brave, on a vu même son intervention à plusieurs reprises au Conseil de sécurité de l'ONU. On s'est dit, là, certainement, les choses vont aller vite, tout ça. Surtout, les contrats là, avec ces clubs qui collaborent avec le Rwanda, les Congolais s'y attendaient à beaucoup. Certainement, ça pouvait produire des effets positifs. Question de mettre la pression au Rwanda si ces contrats étaient remplis. Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, la VPM de la diplomatie congolaise, ministre des Affaires étrangères de son État, est une brave, est une grande dame, est une dame qui a permis à notre pays, la RDC, de pouvoir gagner des victoires diplomatiques. Nous l'avons vu au Conseil de sécurité, à 3 reprises, 4 reprises, en train de parler Congo. Vous n'êtes pas fiers d'elle? Je pense que la majorité des Congolais sont fiers. Ce Conseil de sécurité n'a jamais sanctionné le Rwanda jusque-là. Si la résolution 2773, si je ne m'abuse, est déjà une preuve. Hier, on n'en avait pas. Pendant 10 ans, pendant 7 ans. Hier, mais aujourd'hui, on a cette résolution contraignante. Et au-delà de ça, nous restons dans des théories, sur le terrain, la pratique, c'est autre chose. Vous nous parlez de la diplomatie. Oui. Vous m'avez posé la question sur la diplomatie. Ah, oui. Je vous donne les éléments des victoires diplomatiques. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup.
cette résolution déjà. Vous n'avez pas appris qu'on a sanctionné le tout-puissant James Kabarebe, les Américains et l'Union européenne, si vous voulez. Vous n'avez pas appris qu'on a sanctionné Nanga et ses Sipo. Le porte-parole de l'AFC, c'est lui. De l'AFC, c'est encore c'est Kabila, comme le chef de l'État l'a dit, et selon les renseignements de la République. Le porte-parole de l'AFC, c'est Kabila. Non. Le porte-parole de l'AFC, Ouais. on l'a sanctionné aussi. Il est parmi ceux-là que l'on a sanctionné. Mais lorsque je dis que l'AFC, c'est Kabila, vous comprenez ce que je vais dire. Parce que c'est la personne qui soutient, c'est la personne qui est derrière, bien sûr, l'AFC. Vous me donnez l'impression que vous n'êtes pas au courant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je me pose la question au moment où, certainement, on continue d'accuser Kabila. Mais pourquoi on ne lance pas un mandat d'arrêt international? Vous savez, chaque chose en son temps. C'est un processus. Kabila, c'est bien ici. Pourquoi on n'a pas confisqué? C'est bien comme on l'a fait avec Nanga pour vendre ça aux enchères. Il fallait lui mettre la pression. Nanga avait été déjà, si je ne m'abuse, condamné. Ça, c'est une paire de manches. Mais au-delà de tout, concernant Kabila, je pense que les procédures sont entamées. Si je ne m'abuse, il y a le ministre de, comment on l'appelle, le ministre de la Justice qui en a parlé déjà. Donc, au moment opportun, il va entrer dans la procédure, disons. Maintenant, les victoires diplomatiques, je reviens là-dessus. Donc, vous allez comprendre que nous avons travaillé. Maintenant, puisque vous parlez de clubs de football, si déjà toute l'organisation européenne, toute la machine occidentale, hier était dubitative par rapport aux revendications du peuple congolais qui disait à tout moment que la RDC est agressée. Il y a cela 4 ans, il y a cela 5 ans, personne n'écoutait. Mais aujourd'hui, il y a cette machine qui s'est mise en branle et aujourd'hui, on commence à condamner. Vous n'avez pas assisté le ministre Mouyaya au niveau, comment on appelle ça, le Conseil des droits de l'homme, où l'on a sanctionné le Rwanda, où l'on a condamné le Rwanda. Vous n'avez pas appris dans toutes les organisations internationales. On a eu à indexer Kouagame, les sanguinaires qui tuent le Congolais depuis plus de 30 ans. Donc, vous allez comprendre, très cher Daniel, très cher Roland, qu'il y a des victoires diplomatiques à mettre dans les sacs de la RDC. Maintenant, les victoires, puisque José Kanik est un homme de rationalité et de bon sens, les victoires diplomatiques seules ne suffisent pas. Déjà, il faut que ces victoires puissent avoir de l'impact sur le terrain. Mais au-delà de tout, c'est d'abord notre armée. Très cher Daniel, c'est d'abord notre armée qui doit se battre. C'est notre armée sur qui, bien sûr, le peuple congolais compte. Parce que nos épaules galonnées, nos généraux, nos colonels, nos majors, nos fantassins, comment on appelle ça, nos forces navales, nos forces terrestres doivent être à la hauteur de leurs responsabilités, de leurs tâches et surtout des besoins du peuple congolais, c'est-à-dire la protection et la récupération, la sécurisation de nos territoires. Les victoires diplomatiques sans les terrains, sans les victoires sur terrain, ça nous sera encore difficile de pouvoir espérer à une paix durable. C'est ça même la rationalité et le bon sens de José Kanik. Donc, de la rationalité et du bon sens, José Kanik. Alors, on va prendre les consultations, les 5 minutes qui nous restent pour conclure l'émission. Menée par Ebéran Kolongele, le conseiller en matière de sécurité et du président Tshisekedi, des consultations que beaucoup de l'opposition n'ont pas pris part, ils ont boudé ça. D'abord, sur le plan de forme ou bien des fonds, comment vous avez trouvé cette initiative? Sur le plan de forme, disons, le chef de l'État est dans ses prérogatives, oui ou non, en lançant les consultations politiques. Il est dans ses prérogatives, j'espère. Et c'est même clair, parce que c'est la Constitution qui lui confère ses prérogatives. Face à une situation sécuritaire difficile, face à l'agression, le chef de l'État n'a-t-il pas le droit de réunir
de consulter, de parler avec le peuple congolais à travers ses représentants, à travers les partis politiques, les associations, les structures, les personnalités politiques, si il en a le droit. Maintenant, il tend la main. Il tend la main comme au sortir de sa prestation de serment de son premier mandat, où il disait, Martin Fayoulou, viens, on va travailler, vous qui êtes soldat du peuple. Vous connaissez la réplique de Fayoulou, la main sale. Donc le chef de l'État était déjà dans l'optique de consulter et de mettre autour de lui les forces vives de la nation. Ça, c'était au sortir de sa première prestation de serment. Lorsque il y a eu FCCH, il a démontré encore sa volonté de travailler, même avec ses anciens tortionnaires, même avec ses anciens pilleurs de la RTC. Il a dit, on met les choses passées de côté, travaillons ensemble. Mais malheureusement, vous connaissez la suite. Lorsqu'il a s'agi de créer l'Union sacrée, nous avons vu M. Mbemba, nous avons vu M. Fayoulou, autrefois de la Mouka, autrefois de l'opposition, venir être consultés par le chef de l'État, puis intégrer la famille politique, l'Union sacrée. Ils ont travaillé plus ou moins 2 ans. Malheureusement, la malhonnêteté de M. Gatumbi, la malhonnêteté de Sesanga, lui aussi qui était parmi ceux-là qui avaient travaillé dans le gouvernement, Samalou Kondé, eh bien, ils sont sortis pour ne pas tout simplement répondre du bilan. Le chef de l'État ne s'est pas fatigué. Il a continué à travailler. Et maintenant, face à la situation sécuritaire, le chef de l'État dit tout simplement, venez et l'on va constituer, comment on appelle ça, un gouvernement d'union nationale. Le chef de l'État est dans ses droits. Maintenant, est-ce que le chef de l'État a le pouvoir de mettre une arme sur la tempe, bien sûr, des opposants qui rejettent sa main tendue? Eh bien non, puisque nous sommes, bien sûr, comme on l'a dit, en démocratie. Celui-là qui saisit la main du chef de l'État, il vient, on va travailler. Mais au-delà de tout, celui qui refuse, il en a le droit. Mais seulement, nous voulons dire ceci, très cher Daniel. C'est clair qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, mais ce qui est vrai aussi, le chef de l'État n'a rejeté aucune initiative. Voilà pourquoi d'ailleurs, il a reçu dans ses bureaux, bien sûr, de travail, il a reçu qui? Il a reçu les prélats, les catholiques. Il les a entendus et maintenant, il attend leur rapport. Et l'avenir nous dira quoi? Mais comme AFDC, comme mon parti politique, toute initiative qui va nous ramener la paix, qui tend à nous ramener la paix, nous sommes preneurs. Pourvu que cette initiative soit pour l'intérêt du peuple congolais, pourvu que ces initiatives soient, comment? Pour ramener la paix. Et j'aimerais rappeler aussi que le chef de l'État, toujours dans sa quête légendaire de la recherche et de la paix, il a été à Doha, il a été, comment on appelle ça, à Nairobi, il a été à Luanda, il sera partout où l'on parle du Congo pour l'intérêt de son pays et de son peuple. José Kaniki, cadre du parti AFDC du président Modeste Bahati, le sénateur Modeste Bahati, vous concluez l'émission. Merci beaucoup. Nous disons ceci tout simplement rapidement, que le chef de l'État par rapport aux consultations nationales, politiques même, le chef de l'État doit ouvrir l'œil et les bons et nous ramener des personnes jeunes qui doivent travailler. Nous sommes là. Nous avons les capacités aussi de travailler. Les jeunes ont les capacités de travailler. Ceux-là qui n'ont pas toujours travaillé dans la gestion, dans les commandes de notre pays. Pourquoi ne pas penser aussi aux communicateurs? Pourquoi ne pas penser à ceux-là qui travaillent, qui défendent ces régimes, bec et ongle, avec énergie, depuis belle lurette? Pourquoi ne pas penser? Mais seulement la jeunesse, les communicateurs et j'en passe ont aussi besoin de l'expérience. Pourquoi ne pas ramener? Pourquoi ne pas trouver les personnes qui ont eu à bien travailler dans le passé? Nous avons eu des grands militaires dans le passé qui sont à la retraite aujourd'hui. Au niveau de la défense, ils peuvent toujours apporter leur expertise. Au niveau, bien sûr, de la sécurité de notre pays, il y a des personnalités qui ont travaillé dans le passé, très bien travaillé. Pourquoi ne pas jeter un regard là-dessus? Et même dans
l'enseignement, pourquoi ne pas penser aussi à celui qui a eu à piloter la gratuité de l'enseignement, Willy Bakonga, au niveau de la justice? Bref, nous avons besoin d'un gouvernement des combattants, d'un gouvernement des compétents pour continuer le travail que Madame Souminois a déjà fait, mais aussi que Sama, parce que nous sommes là dans la continuité de l'État. Exactement. Merci José Kanik. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Un honneur pour moi. De la rationalité et le bon sens. Merci beaucoup, très cher Daniel. Ça n'est fini pour cette émission. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Que vive la République, que vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.